Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire. Mon invité, c'est Jean-Luc Caquinot, cofondateur des Casiers Fermiers, distributeur automatique de produits frais locaux et de saison. Dans notre débat, on parlera de l'accès à la rénovation énergétique pour les particuliers, comment s'y retrouver dans le maquis administratif, rendre les aides plus efficaces, répondre tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Start-up et Innovation, vous découvrirez le mobilier éco-responsable, durable et consigné de Gimmick Design. Agriculture, énergie, mobilier, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Luc Caquinot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes agriculteur dans le Marais Poitevin et cofondateur des Casiers Fermiers que vous avez créé avec votre épouse, Régine. Comment est née l'idée? Racontez-moi. Alors, nous sommes déjà agriculteurs. Ouais. Et donc, on a 250 hectares en agriculture biologique. Donc on fait des légumes, on fait bien sûr du blé, des autres céréales. On est aussi éleveur, parce qu'on a 150 hectares de prairies, on est aussi éleveur d'Aberdeen Angus, une viande plutôt premium. Et on est aussi apiculteur. Et donc on s'est dit... il y a eu, bon, vous savez, la période du Covid, ça a été l'envolée des produits locaux. Oui, on s'est tous tournés vers les produits locaux, les circuits courts. Bon. Voilà. Et puis, nous, on s'est dit, fin 2021, on s'est dit, on va créer, on est parti de nous, consommateurs. C'est-à-dire, on souhaite tous, les uns les autres, acheter des produits locaux. Ouais. Seulement, la disponibilité, lorsqu'on est en milieu rural ou périurbain, est plus compliquée, parce que, grosso modo, à 19h30, les magasins sont fermés. Si vous allez dans des magasins de producteurs, il faut choisir, il faut avoir un agenda pour choisir le jour et l'heure. C'est compliqué. Et donc, pour nous qui travaillons beaucoup, on s'est dit, il faut essayer de rendre ça le plus disponible possible. Et donc, est venue l'idée de créer des magasins, un magasin d'abord, qui s'appelle Les Casiers Fermiers Manger Vrai. Je vous expliquerai pourquoi cette signature. Pour mettre à disposition des consommateurs de notre environnement. On a à peu près 12 000 consommateurs qui sont à 10 km à 10 minutes du magasin. Et puis aussi tous les gens, les touristes, les gens de passage, tout ça. Mais donc c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on vient, on ouvre un casier, on prend le produit. Comment ça marche en fait? Donc en fait, c'est... Le premier magasin, il y a 216 casiers. Ouais. Et l'objectif, c'est principalement de répondre à chaque besoin. C'est-à-dire que vous trouvez des fruits et légumes. On a été voir le maraîcher du coin et qui a dit banco. Nous, on avait le miel, les légumes secs, la viande. Et on a été voir... un producteur de yaourt bio, et après des producteurs de fromage, de chèvre, de brebis, et pour qu'il y ait une réponse à chaque besoin. D'accord. Et donc, dans un casier, vous allez trouver 3 sortes de fromage, avec un prix, vous allez à la borne, vous sélectionnez vos casiers, vos nombres de casiers, si vous voulez, des tomates, en ce moment, des tomates, des radis, des concombres. On fait aussi des associations, style un radis et un concombre. On fait aussi des paniers de légumes. Et puis les gens sélectionnent sur la borne, et après, ils payent. Et les casiers s'ouvrent. Les casiers s'ouvrent et on peut prendre le produit. Voilà. Superbe idée. Depuis, ça a essaimé, depuis le premier magasin. Vous êtes présent dans d'autres régions? Non, parce que on a fait un deuxième magasin où là, il y a 400 casiers. D'accord. Parce que la réussite fait que je dis toujours, c'est automatique à vider, mais pas automatique à remplir. Il y a un peu de boulot, il y a un peu de logistique. Voilà, de logistique.
Et puis, ça nous a permis aussi de créer 2 emplois. Donc, des gens des collaborateurs qui réceptionnent, qui passent des commandes, qui réceptionnent et qui mettent en casier tout le long de la journée. Vous faites attention évidemment aux emballages, c'est-à-dire il y a le moins d'emballage possible dans ces casiers. Alors, c'est vrai que la spécificité, ce qu'on a voulu au travers de ça, c'est pas seulement distribuer des produits, parce que je dirais que n'importe qui est capable de le faire. Mais c'est c'est touché à 3 volets. Notamment le volet sociétal, la réduction des déchets. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans des magasins traditionnels, quand vous allez voir les fruits et légumes en fin de journée, c'est pas toujours beau parce que tout le monde y touche. Tandis que là, c'est nous qui mettons les salades en casier, les produits, et il n'y a personne d'autre qui y touche que nous. Ouais. Donc ça, forcément, ça réduit les invendus. Il y a ça. Et puis, je prends toujours l'exemple des yaourts. Lorsque vous allez au supermarché, avant de mettre les yaourts dans votre frigo, vous enlevez le carton. Et ça, moi, personnellement, j'en avais un peu marre. Oui, c'est un peu absurde, oui. Voilà. Et donc, à notre producteur de yaourts, on lui a dit, tu nous donnes des plaques de nature, de fruits, et c'est nous qui composons les paniers. Et à ce moment-là, le client, il ramène le panier. Oui. Donc, il n'y a pas besoin de l'emballage supplémentaire. Exactement. Donc, il ne nourrit pas la poubelle jaune. Pourquoi ? En tout cas, c'est jaune chez nous. Ouais, chez moi aussi. Pourquoi manger vrai ? Manger vrai, c'est dire manger de saison. Ouais. Voilà. Déjà, c'est manger de saison. Et puis, on fait aussi lorsque c'est la saison, c'est le cas de le dire, la clémentine de Corse. D'accord. On ne va pas faire de clémentine d'Espagne, du Maroc. Aujourd'hui, en ce moment, on vend du pomelos de Corse. On vend de l'avocat de Corse. Mais on n'ira pas chercher de l'avocat d'Israël. Non, ça n'a pas de sens. Notre sens de distribution, c'est de développer une économie de territoire. C'est de parler aux citoyens, c'est-à-dire de lui expliquer aussi toutes nos méthodes de production, démystifier un peu certaines choses qui peuvent être traduites par les uns et par les autres. Notamment qu'il faut de l'eau pour faire pousser des légumes. Et oui, il faut un peu d'irrigation. Ça, c'est basique. Mais bon, donc nous, on a cette légitimité-là. Et c'est ce qui nous amène aussi une crédibilité. Il y a aussi l'enjeu de la rémunération des producteurs. On a bien compris que vous allez chercher des partenaires autour de vous. Vous éliminez un certain nombre d'intermédiaires, donc ça veut dire qu'ils sont mieux rémunérés par rapport à d'autres circuits de distribution ? Alors, il y a une règle de base. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est mis à faire ça, pour les produits qui ne sont pas de notre production, nos produits, les produits qui sont comparables, ne sont pas plus chers que chez Monsieur Leclerc, que chez Monsieur Carrefour ou Auchan. D'accord. Ça, c'était la règle de base. Et dans cette règle de base, c'est de dire, lorsque j'achète au producteur, lorsque j'achète à mon voisin, je lui paye. Ce n'est pas du dépôt-vente. C'est-à-dire c'est nous qui prenons le risque. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs qui font de la vente directe et qui transforment, produire, transformer, vendre, c'est énormément de travail. Et donc, nous, le but, c'était 2 actions. C'était lui garantir la rémunération du produit qu'il nous vend. Ouais. Ça, c'était une chose. Et puis aussi, dans le même temps, c'était de faire aussi sa promotion, de faire sa communication, parce que c'est un autre aspect. Et donc, on a développé des réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook, que tient mon fils et qui... Histoire familiale, décidément. Histoire familiale, voilà. C'est bien. Un dernier mot, parce que vous faites du bio. Oui. Et on voit que c'est pas forcément simple, qu'il y a des collègues agriculteurs qui ont décidé de revenir en arrière vers l'agriculture traditionnelle. Vous les comprenez ? C'est des contraintes supplémentaires quand même ? Alors, c'est des contraintes supplémentaires,
mais c'est toujours le même débat, c'est de dire est-ce que celui qui a le pouvoir, c'est le consommateur, c'est celui qui a la carte bleue. Ouais. Donc, et ce qu'il faut réussir à faire, c'est à produire, à ce que le consommateur puisse accepter de payer un peu plus cher, parce que c'est plus de travail, pour avoir un meilleur impact sur son environnement. Ouais, et sur sa santé. Et sur sa santé. Accessoirement. Et moi, vous voyez, dans le business qu'on a développé et qu'on développe avec les casiers fermiers, parce qu'on a dans l'idée d'ouvrir d'autres magasins, c'est de voir des gens qui n'ont pas forcément, on va dire, les moyens, les CSP+, ou plus, qui viennent acheter du bio, parce que lorsqu'il y a une cliente, l'autre jour, il y a une cliente qui me dit je viens chez vous parce que je fais des économies. Parce que tout simplement, dans notre modèle, on répond à un besoin. Et on n'est pas là pour vendre ce qu'elle n'aurait pas prévu, par exemple. Ouais, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc Caquinot. Bon vent à vos casiers fermiers. On passe à notre débat. On va parler des aides à la rénovation énergétique. Le débat de ce Smart Impact, on parle rénovation énergétique avec Abdel Boussala, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur général de Tilkeo Rénovation. Isabelle Gasquet, bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable des projets efficacité énergétique du réseau Clair. Allez, quelques minutes de présentation. Tilkeo Rénovation, c'est quoi votre spécialité? Racontez-moi. Alors Thomas, je vais vous parler de Tilkeo Rénovation, mais avant de parler de Tilkeo, je voudrais juste vous donner un chiffre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 6 millions de Français qui renoncent à se chauffer tous les jours. Donc alors 6 millions, c'est un chiffre qui peut paraître abstrait, mais c'est 10% de la population. Et c'est l'équivalent d'un pays comme le Danemark ou la Nouvelle-Zélande. Et donc nous, notre rôle chez Tilkeo, donc on est artisan à la base, on a démarré par l'isolation thermique par l'extérieur. On est dans un bassin qui est le bassin minier, Montceau-les-Mines, donc qui a connu une industrialisation forte avec les mines et qui malheureusement a vu les mines quitter le bassin il y a une trentaine d'années. Et nous, notre volonté, c'est justement contribuer à lutter contre cette précarité énergétique. Donc vous accompagnez les particuliers dans un processus de travaux, initialement, énergétiques. On est artisan, et aujourd'hui on intervient sur l'ensemble du parcours client. On va accompagner le client pour l'emmener vers la rénovation énergétique globale. Et alors le réseau Clair, Isabelle Gasquet, de quoi il s'agit? Alors, le Réseau Clair, c'est une association nationale qui rassemble près de 300 structures en France qui sont pionnières dans la transition énergétique au niveau territorial. Vraiment acteurs de la transition. Donc, il y a des associations, des collectivités territoriales et des entreprises. D'accord. Et le Réseau Clair est donc une association qui promeut à la fois l'efficacité énergétique, la sobriété, le déploiement des énergies renouvelables. Ça, c'est votre triptyque en quelque sorte. C'est ça, c'est le triptyque vers lequel il faut se mettre en mouvement. Mais également la lutte contre la précarité énergétique et la mobilité durable et inclusive. Donc il y a encore beaucoup de passoires thermiques en France, Abdel Moussala. Alors c'est quasiment 50% aujourd'hui du parc, parce qu'on est sur un parc qui est post-30 glorieuse globalement. Et en fait, ce qui est assez frustrant, c'est qu'on a un marché qui est ultra éduqué. Aujourd'hui, 80% des Français veulent réaliser des travaux de rénovation énergétique. Vous avez un dispositif gouvernemental, et on l'a vu avec un volontarisme gouvernemental qui est très fort, et on le voit notamment avec Valérie Létard, ministre du Logement, qui fait beaucoup d'efforts sur le terrain. Et on a un marché qui est complètement sclérosé, puisque alors même si la rénovation énergétique d'ampleur va un petit peu mieux sur 2025 et fin 2024, on est très très loin des ambitions et des objectifs fixés par le gouvernement. Et alors vous avez mené une étude sur les Français et la rénovation énergétique. Les résultats complets seront publiés le 14 mai, donc on ne va pas les dévoiler en avance, mais vous avez quand même confié deux chiffres qui sont intéressants. Un Français sur deux ayant déjà réalisé des travaux de rénovation énergétique affirme avoir bénéficié d'aides. Et puis 32% des Français ayant eu recours aux aides à la rénovation ont fait appel à MaPrimeRénov', qui ont fait le dispositif le plus utilisé. Évidemment, on va parler de MaPrimeRénov' dans ce débat, mais pourquoi cette étude? C'est quoi l'objectif? C'est de mieux comprendre les besoins, de mieux comprendre l'état d'esprit des Français? Oui, en fait, cette étude, elle a été réalisée notamment pour le Réseau Clair, justement pour mettre en lumière à la fois les motivations, les freins,
les enjeux liés à la rénovation énergétique et mieux comprendre comment les Français se positionnent par rapport aux questions de rénovation énergétique. C'est assez intéressant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour se mettre dans la bonne direction, parce que les objectifs, comme le disait Abdel, ils sont très ambitieux. C'est 700 000 rénovations performantes à réaliser par an. C'est à horizon 2050 avoir rénové le parc, l'ensemble du parc en France au niveau BBC, donc baisse consommation en moyenne. Donc voilà, c'est des objectifs importants. Il faut mettre les moyens à côté et on va dire qu'il y a 3 piliers qui sont assez essentiels pour favoriser et encourager la rénovation énergétique. Il y a les aides financières, évidemment, qui sont une incitation première, parce qu'un des freins principaux, c'est bien sûr le coût d'un projet de rénovation. Donc je pense qu'on va en parler peut-être un petit peu après. Il y a l'accompagnement. Donc l'accompagnement humain, technique et social des ménages qui souhaitent s'engager dans un projet de rénovation. Et d'ailleurs, à ce propos, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au sein du réseau Clair, il y a 110 espaces Conseil France Rénov qui incarnent le service public de la rénovation de l'habitat, France Rénov, et qui sont justement ces structures qui vont accompagner au quotidien les ménages qui souhaitent s'engager dans un projet de rénovation et qui vont avoir besoin de conseils, d'orientation, d'accompagnement pour mûrir leur projet, pour qu'il soit le plus ambitieux possible. Et voilà aussi avoir des informations sur les aides, comment réaliser leur projet. Donc c'est vraiment un acteur clé, un acteur tiers de confiance pour ces ménages qui peut les accompagner du début jusqu'à la fin de leur projet. En préparant l'émission, alors moi je connaissais évidemment MaPrimeRénov', mais alors je suis un peu tombé de la chaise en voyant le maquis des aides MaPrimeAdapt'. Déjà, il y a 3 versions de MaPrimeRénov'. Bon, MaPrimeAdapt', l'éco-prêt PTZ, prêt à taux zéro. Le prêt avance rénovation, je prends ma liste, le coup de pouce chauffage, les certificats d'économie d'énergie, le taux de TVA réduit, le chèque énergie pour les ménages les plus modestes, le dispositif de Normandie, l'exonération de la taxe foncière dans certaines communes. Pardon, mais c'est super, on peut dire génial, vive la France, mais enfin, comment s'y retrouver quoi, vous avez très très bien préparé, Thomas, et c'est ça. Et nous, notre rôle, c'est de rendre lisibles ces dispositifs. Et c'est ce que je vous disais, on a des Français qui veulent rénover, on a 50% du parc qui est en passeur thermique, et on a 4 milliards d'euros de dispositifs, et aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a des dispositifs qui sont très peu lisibles et très difficiles à mobiliser. En sachant que, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est que la plupart des passoires thermiques sont occupés par des ménages modestes, très modestes, et qui ont aussi des difficultés à mobiliser ce type d'aide et qui ont besoin d'être accompagnés qui connaissent peut-être encore moins les différents et si nombreux dispositifs existants. Mais pardon, mais il faudrait simplifier quand même, non ? On ne pourrait pas regrouper tout ça en 2 ou 3 aides ? Alors, il y a déjà une simplification. Alors, nous, on parle de rénovation d'ampleur, on peut parler de rénovation performante. Aujourd'hui, les 2 dispositifs ont été regroupés et traités par l'ANA. Donc, il y a une volonté du gouvernement de simplifier et d'aller vers la simplification. Mais ça prend un petit peu de temps et on a une volonté de massification. Donc, forcément, ça prend un petit peu de temps. Ça veut dire qu'on peut passer à côté de certains dispositifs, tout simplement ? Alors de certaines aides. D'où le point d'entrée, France Rénov', service public de la rénovation de l'habitat, qui est vraiment l'acteur premier pour permettre aux ménages de s'y retrouver. Donc à la fois dans le maquis des aides, comme vous le mentionniez, et aussi pour comprendre, en fait, faire un diagnostic de l'état du logement et comprendre quels travaux sont plus adaptés. Parce que justement, ce que disait Abdel, c'est que nous, on promeut la rénovation dite performante, c'est-à-dire une rénovation qui va traiter l'ensemble des postes d'un logement, donc à la fois l'isolation des murs, l'isolation de la toiture si c'est une maison, la ventilation, le système de chauffage, et non pas une rénovation geste par geste qui ne va pas être efficace à terme, qui ne va pas permettre de baisser les consommations d'énergie. Et en ces temps de pression sur le pouvoir d'achat, la rénovation énergétique, finalement, elle est quand même porteuse d'espoir parce que c'est la solution. Oui, mais sauf qu'on n'a pas toujours les moyens de tout faire en même temps, pardon de nous interrompre. Mais c'est pour ça que le geste par geste, c'est peut-être pas si mal non plus, quoi. C'est-à-dire que
Alors dépend de peut-être qu'il l'État. faut avoir une vision un peu globale pour pas faire n'importe quoi et se dire j'ai fait une erreur, mais quand même, on peut pas tout payer d'un coup, notamment pour les ménages modestes. Non mais alors ce qui se passe, c'est que l'année dernière, on avait un marché qui était essentiellement monogeste et suranimé par les fabricants de pompes à chaleur. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que si vous ne travaillez pas le manteau et finalement l'isolation thermique par l'extérieur, aucun intérêt à changer de mode de chauffage. Et alors effectivement, et je comprends ce que vous dites, mais c'est la raison pour laquelle on a aussi des dispositifs qui sont relativement généreux pour les ménages très modestes, puisqu'on peut prendre en charge jusqu'à 90% des travaux. Même jusqu'à 100% avec les aides locales. Avec les aides locales. À condition de les connaître. Ma prime rénov, il nous reste 3 minutes. Oui. Alors, c'est quand même, ça a été un dispositif qui a eu du retard à l'allumage, qui a été trop compliqué. On en est où aujourd'hui? Vous donniez le chiffre, là, un tiers des Français qui ont fait de la rénovation ont utilisé ma prime rénov. Donc, ça veut dire que ça commence à être un peu connu. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors oui, c'est quand même le dispositif qui est le plus connu des Français, même si effectivement il y a encore besoin d'une communication assez forte pour permettre de connaître ce dispositif. Mais c'est assez intéressant en fait ce qui s'est passé sur ce dispositif, c'est-à-dire qu'il a été transformé petit à petit pour soutenir davantage les rénovations justement d'ampleur, performantes, et pour cibler principalement les ménages modestes et très modestes, en fait les ménages les plus en précarité. Et ça a réussi son pari parce que ces ménages-là sont ciblés à près de 70% par ce dispositif. Et ce dispositif, il cible aussi à 75% les passoires thermiques. Donc il y a vraiment une réussite par rapport à ça. Et grâce à cette réforme, on est passé d'une rénovation performante sur 4 en 2024 par rapport à une rénovation performante sur 10 en 2023. Donc ça progresse. Vous voyez cette progression ou ça reste trop compliqué? Non, on le voit et les chiffres l'attestent. Et après, ce que je vois moi depuis le début de l'année aussi, c'est qu'il y a aussi une volonté des partenaires bancaires d'aller vers la rénovation d'ampleur, parce qu'on parle des dispositifs étatiques gouvernementaux, mais vous avez aussi l'éco prêt à taux zéro, alors qui est aussi étatique, mais vous avez aussi beaucoup de banques aujourd'hui qui mettent à disposition de leurs clients des prêts verts, des prêts avance travaux, etc. Donc il y a une vraie volonté, mais on a besoin d'acteurs qui animent le marché, qui accompagnent les Français vers la rénovation d'ampleur. Il y a un dernier thème, on ne peut pas passer à côté, c'est le manque d'artisans labellisés, RGE, reconnus garants de l'environnement. C'est trop compliqué de se labelliser aujourd'hui? C'est pour ça qu'il en manque des artisans. Alors ça, c'est l'une des causes qui fait qu'on a du mal à atteindre l'objectif. On a 10% aujourd'hui d'artisans qui sont reconnus garants de l'environnement. Parce que c'est la croix et la bannière pour le... C'est effectivement un petit peu complexe. Et alors nous, on fait un travail aussi d'accompagnement de nos artisans, puisqu'on a aussi un centre de formation Calliope. Et on amène nos artisans vers la labellisation RGE, reconnu garant de l'environnement. Mais c'est un vrai sujet, effectivement. C'est un levier d'amélioration? Simplifier le label? Ou l'accès au label? En tout cas, simplifier l'accès au label et surtout de vraiment miser sur la formation pour les futurs artisans, parce qu'en fait, il y a quand même l'âge moyen des artisans est autour de 50 ans. Il y en a beaucoup qui vont partir à la retraite, et là, il y a vraiment un enjeu d'aller former la jeune génération pour venir sur le marché. Et il y a un sujet de phobie administrative chez nos artisans aussi. Oui, non, mais aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Smart Ideas. Smart Ideas avec Bastien Carutier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Gimmick Design, vous l'avez créé en 2022 avec Nathalie Giraud. Et avec quelle idée, c'est quoi le point de départ ? Eh bien, alors, le point de départ, c'est à la fois une rencontre. Nathalie, architecte HMONP, architecte bâtiment public, et moi qui étais designer scénographe. Donc, forcément, deux secteurs très générateurs de déchets. Et en fait, on s'est rencontrés sur la scénographie. Donc, on a commencé à faire nos premiers aménagements ensemble. Et très vite, on a eu l'opportunité d'avoir un sourcing de bois de réemploi qui nous a amené à intégrer ce bois dans la scénographie. On pouvait se resservir d'un même bois de réemploi sur plusieurs scénographies, pour les ossature décor et tout ça. Et puis, on a commencé à faire un premier instant d'animation avec ce bois de réemploi, jusqu'à se dire, est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin, en se positionnant vraiment sur un cycle de vie produit du sourcing à la fabrication jusqu'à la fin de vie, en se disant, est-ce qu'on ne ferait pas une nouvelle manière de fabriquer et consommer le mobilier d'entreprise. Et donc, vous créez du mobilier d'entreprise à partir de quels matériaux aujourd'hui ? C'est quoi votre sourcing de matériaux ? Alors, aujourd'hui, on va parler de nos 3 best-sellers. Donc, on va être sur la virole cartonnée.
Gros tubes en carton, 53 cm, issus de l'industrie de l'aluminium, D'accord. qui sont là où sont entourées les feuilles d'aluminium avant de partir en formage pour faire de la descente d'eau. Les tubes de papeterie et les chutes d'aluminium. Pour le moment, on se concentre sur ces. Donc ça, c'est les 3 matériaux. Et Voilà. vous faites quoi à partir de ça? À partir de ça, ça va du pouf, assise, fauteuil, piétement de table, jusqu'à claustrat, aménagement un petit peu plus sur mesure. D'accord. Et vos clients, ce sont uniquement des entreprises ou vous vous adressez aussi aux particuliers? Alors, le particulier reste anecdotique. C'est D'accord. avant tout les grandes entreprises. On travaille surtout avec des grands comptes. Donc, ça va être, par exemple, là, on refait les espaces lounge pour Unicalo, marque de peinture. On a refait du mobilier un peu pièce unique pour la Cité du Vin, justement. À Bordeaux, ouais. Enquête un peu pièce unique pour l'expo permanente. Donc, voilà, ça va être un peu la typologie de clients qu'on va avoir. Donc l'idée, c'est de changer le modèle, on va dire, jetable du mobilier. C'est pas une colle, mais ça représente, j'imagine, des tonnes, des milliers de tonnes de déchets produits chaque année en France. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que oui, le mobilier peut être générateur de déchets. Mais ce qui est très intéressant, nous, c'est l'approche qu'on a eue, c'est de se dire qu'il y a 309 millions de tonnes de déchets en France. C'est se dire Et que c'est de la matière première pour vous, c'est ça? Est-ce que faire du mobilier, on n'irait pas puiser là-dedans pour D'accord. trouver une solution, Ouais. sachant que quand nous, on va chercher un déchet, donc déjà, on a une meilleure solution de recyclage, puisque nous, on ne va pas travailler, on ne va pas broyer ni chauffer le matériau, on va le récupérer, le détourner pour en faire du mobilier. Mais en plus de ça, on va s'éviter l'achat des matières premières qu'on aurait dû pour faire ce mobilier. Alors vous parlez d'un mobilier qui est aussi réparable et consigné. Alors ça m'a surpris. C'est quoi l'idée d'un mobilier consigné? Alors ça, c'est l'idée qu'on développe en local, c'est sur tout notre mobilier en collection, dans le catalogue. L'idée, c'est de se dire, avec un préavis de 6 mois, on vient récupérer chez le client le mobilier pour le reconditionner. Donc vous continuez de rallonger encore une fois son cycle de vie. C'est un peu C'était l'idée. un peu le but. Ouais. L'idée, c'était de se dire, alors nous, évidemment, on poursuit toujours un peu des utopies, mais l'idée, c'est de se dire, mais des matériaux recyclés, ok, mais on va repousser un problème de quelques années. Donc comment on agrandit encore cette fin de vie en récupérant aussi ce matériau et en le reconditionnant? Est-ce qu'il y a d'autres matériaux sur lesquels vous commencez à travailler? Je pense au plastique, par exemple. Alors le plastique, non, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Ouais. Et nous, on a une idée, c'est de se dire, dès qu'il y a quelqu'un qui le fait, on va s'associer avec lui plutôt que d'essayer de le concurrencer. Ouais. Donc on va s'appuyer par contre sur des gens qui travaillent du plastique recyclé. Ouais. Donc il y en a comme par exemple Plastou qui est vers Mérignac, vous connaissez un petit peu Bordeaux. Oui, je connais pas mal la région de Bordeaux, donc ça c'est une Donc, entreprise locale aussi. Voilà, ouais. on va s'appuyer sur eux. Nous, dans les matériaux qu'on va avoir, alors là, ce matin, rigolo, livraison de billons d'Iroko. C'est quoi ça? Iroko, mais c'est un bois exotique, sauf Ouais. que quand il est travaillé ici en région, il est pelé, et à la fin, il jette le cœur de l'arbre. Donc là, on nous a envoyé ces matières pour essayer de faire des tests, parce qu'il y a plein de très très localement autour de chez nous, on reçoit des cœurs d'arbres de 30 cm de diamètre, dont personne ne sait quoi faire et qui vont être jetés. Donc on se dit, nous on va essayer de les récupérer et de les associer, ça c'est le top du top, avec un autre déchet. Superbe idée. Merci beaucoup, Bastien Carottier. Bon vent à Gimmick Design, on l'a Merci compris, beaucoup. basé dans la région de Bordeaux. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billat, Alexis Mathieu et Juliette Miliarina qui sont en charge de la programmation et de la production. Romain Luc, le réalisateur, Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Belle fin de journée sur Be Smart for Change. Salut.